Europe 1. Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous êtes peut-être en télétravail ce matin, au chaud à la maison pour éviter les glissades et les embouteillages. 26 départements du quart nord-ouest sont toujours en vigilance orange, neige, verglas ce matin. Dans plusieurs d'entre eux, les transports scolaires sont suspendus. La vitesse sur les routes franciliennes est limitée à 80 km/h jusqu'à 10h. Le trafic de bus est toujours très perturbé en Ile-de-France. En revanche, les RER A et B ont repris normalement hier soir. Bonjour Alexis Bourdon. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Vous êtes en direct d'ici les Moulineaux pour Europe 1, c'est dans les Hauts-de-Seine. Comment ça circule de ce côté ? Eh bien, les quelques voitures qui circulent ce matin roulent au pas. Autour de moi, tout est blanc ou presque. La majorité des piétons que je croise préfèrent s'aventurer sur la route pour se déplacer car pour le moment, les trottoirs ne sont pas dégagés et sont donc très glissants, voire dangereux, comme le raconte Yves, un habitant d'ici les Moulineaux. C'est la première fois que je vois une neige aussi durable. J'ai mis des chaussures plutôt de marche, et puis pas forcément une marche très agressive, il suffit de poser le pied à plat. Quand je vais arriver sur la descente, ce sera peut-être un peu plus délicat. Comme Yves, ils sont nombreux à devoir se déplacer à pied pour aller travailler. Les bus sont à l'arrêt ce matin dans toute la région Île-de-France. Seule une trentaine de lignes circulent dans Paris intramuros. Les quelques courageux qui ont bravé le froid ce matin que j'ai rencontré espèrent désormais que les trottoirs à ici les Moulineaux soient rapidement dégagés pour éviter un accident. Merci Alexis Bourdon. Notez qu'en Charente-Maritime, la circulation des trains est interrompue jusqu'à midi. La Charente-Maritime où l'on enregistre plus de 20 cm de neige par endroit. On a appelé il y a quelques minutes Jonathan Bergerot. Il est le boulanger de la Boulange à Tonnay-Boutonne. 25 cm de neige devant la boutique. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans la région, c'est la première fois que je vois ça, donc ça doit être assez exceptionnel, ouais. Déjà, on fait une tournée dans les petits villages aux alentours et on va pas prendre le risque de prendre le camion pour aller les livrer. Ça m'étonnerait qu'on ait grand monde aujourd'hui, oui. Vous pensez que la perte financière peut être de combien à peu près aujourd'hui à votre avis par rapport à un jour habituel ? C'est jour d'épiphanie normalement aujourd'hui, mais si on arrive à faire 30% du chiffre, ça sera déjà pas mal. Voilà le témoignage de Jonathan Bergerot recueilli ce matin par Christophe Bordet. À la une également, Nicolas Maduro face à la justice américaine. Prochaine audience pour lui le 17 mars. Oui, hier, lors de sa présentation à un juge, le dictateur déchu a estimé qu'il était un prisonnier de guerre, clamant son innocence et assurant qu'il restait le président du Venezuela. Sa vice-présidente Delcy Rodriguez a pourtant été investie présidente par intérim hier soir. Delcy Rodriguez, l'une des principales architectes de la torture, selon Maria Corina Machado, prix Nobel de la paix 2025 et chef de l'opposition vénézuélienne. C'est ce qu'elle a déclaré cette nuit à la chaîne américaine Fox News. Maria Corina Machado, menacée par le régime Maduro, passée à la clandestinité depuis juillet 2024, assure qu'elle va retourner dans son pays le plus vite possible et faire du Venezuela le centre énergétique des Amériques, car ce pays est la plus grande réserve de pétrole au monde. C'est d'ailleurs ce potentiel que vise Donald Trump, Barthélémy Philippe. Oui, le Venezuela détient près de 20% des réserves de pétrole mondial, plus qu'aucun autre pays. Mais cette manne a été saccagée par la gouvernance erratique de Nicolas Maduro, mais aussi par l'embargo américain imposé par Donald Trump en 2019. Le Venezuela est devenu un acteur marginal du marché, comme l'explique l'économiste Philippe Chalmin. La production s'est effondrée, 3 500 000 barils jour à la fin du XXe siècle. En novembre dernier, 860 000 barils jour. Premier producteur au monde, les États-Unis peuvent se passer des réserves vénézuéliennes, mais le retour des grandes compagnies américaines sur place pourrait s'avérer payant à moyen terme. Il y a une logique géographique à ce que les États-Unis s'assurent leur approvisionnement en provenance du Venezuela. Cela pourrait compenser la baisse sur le pétrole de schiste américain qui devrait atteindre son pic dans les années à venir. Aujourd'hui, Chevron est le seul pétrolier américain encore présent au Venezuela, mais Donald Trump appelle les autres compagnies à se rendre sur place pour réparer les infrastructures vétustes et exploiter les réserves du pays. Barthélémy Philippe. Donald Trump qui ne compte pas s'arrêter au Venezuela, dans son viseur d'autres pays d'Amérique latine, Colombie, Cuba, mais aussi une terre danoise. Oui, le Groenland. Historiquement, ça fait des siècles que les États-Unis lorgnent ce territoire arctique. Et hier, le président américain a réaffirmé sa volonté d'en prendre le contrôle, Wilfried de Villers.
C'est une question de sécurité nationale, a martelé Donald Trump ce week-end, dénonçant l'omniprésence de navires russes et chinois dans la région. Le Groenland qui, avec la fonte des glaces, se retrouve au centre des routes maritimes du Nord. Un renforcement de la présence américaine répondrait aussi à un autre intérêt géostratégique, selon Alexandre Tête, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique. Le Groenland fait partie de ces points qui permettent de détecter plus tôt des lancements de missiles, et notamment missiles balistiques qui porteraient une charge nucléaire, qui seraient lancés depuis la Russie ou la Chine. Mais l'intérêt américain pour le Groenland est d'abord à chercher dans le sous-sol riche en minerais du territoire arctique. Je crains qu'effectivement, qu'au-delà du discours stratégique, le véritable intérêt américain soit pour les ressources groenlandaises et notamment tous les matériaux critiques indispensables à la transition technologique et énergétique. Les terres rares comme le cobalt, le lithium ou encore le platine, le Groenland disposerait d'1,5 million de tonnes de ces minerais essentiels au secteur de la tech pour la fabrication d'écrans de batterie, mais aussi des systèmes de guidage des missiles. Wilfried de Villers. C'est une première pendant les émissaires américains vont participer aujourd'hui en présentiel à la coalition des volontaires réunis à Paris. Il s'agit de ces pays qui veulent soutenir l'Ukraine dans ses négociations pour un cessez-le-feu. 27 dirigeants membres sont attendus aujourd'hui à l'Elysée et la présence des émissaires de Donald Trump réjouit Emmanuel Macron qui veut y voir un rapprochement avec Washington sur les perspectives de paix. Arthur Delaborde. Passer du soutien politique aux engagements concrets et objectifs de cette réunion, avec autour de la table près d'une trentaine de pays, un noyau européen, et nouveauté, les représentants de Donald Trump, Jared Kushner et Steve Witkoff. Première participation américaine à la coalition, se félicite l'Elysée. Le secrétaire d'État Marco Rubio devait même faire le déplacement, mais il a revu ses plans, explique Paris, après la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro. En tout cas, l'entourage d'Emmanuel Macron met en avant une reconvergence entre Américains, Européens et Ukrainiens sur la paix à long terme et salue une vraie performance. Au programme des discussions, le soutien aux forces ukrainiennes, les modalités d'un cessez-le-feu et l'éventuelle création d'une force multinationale de réassurance pour sécuriser le territoire. Nous avons convergé sur les modalités opérationnelles de ces garanties de sécurité, assure l'Elysée, qui promet que les détails seront présentés aujourd'hui dans la limite de ce que permet le secret militaire. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h08. Ils ont traversé l'enfer. Les 116 blessés de Crans-Montana en Suisse ont survécu, certes, mais le chemin de la guérison promet d'être long. Oui, surmonter le traumatisme d'abord et pour les plus grièvement touchés, surmonter les brûlures. Une cinquantaine d'entre eux a été transférée vers des centres spécialisés de grands brûlés où les attendent des soins très très longs. Yasmina Katou. Oui, d'abord, les grands brûlés reçoivent en priorité des soins, non pas pour leur peau, mais pour réparer leur système respiratoire. Maurice Mimoun est chef du service de chirurgie reconstructrice du centre de brûlés de l'hôpital Trousseau à Paris. En milieu confiné, ils ont respiré de l'air bouillant. Ils ont brûlé leurs poumons. Et ça, il faut que le poumon cicatrise. Et enfin, ils ont été intoxiqués par la brûlure des produits plastiques. Il y a dû avoir du cyanure d'hydrogène. Donc là aussi, il faut qu'on arrive à les traiter de cette intoxication. Il faut beaucoup de temps pour être certain que le pronostic vital n'est plus engagé. Ce n'est qu'au bout de 2 à 4 semaines, parfois plus, que les médecins savent si les traitements ont été efficaces pour sauver la vie. Il faut ensuite soigner la peau brûlée. On va enlever la peau brûlée qui empoisonne le patient lui-même. Il va falloir l'exciser chirurgicalement et puis faire des greffes. Tous les 2 jours, on va réopérer ce patient jusqu'au moment où on aura enlevé vraiment toute la brûlure. On aura tout greffé. La guérison est longue, elle nécessite des mois, voire des années de rééducation, de chirurgie pour redonner de la souplesse à la peau reconstruite. Yasmina Katou, notez que le parquet de Paris a ouvert une enquête dite miroir afin d'accompagner les familles françaises dans les investigations menées par les autorités suisses. Emmanuel Macron se rendra vendredi à Crans-Montana pour un hommage aux 40 morts, dont 9 Français. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal. Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. Jean-Philippe Tanguy est l'invité de Sonia Mabrouk. 8h10, bon réveil. 7h, 9h.